Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Delphine. Donc, j'interviens en tant que patient, vous l'avez bien compris. Je représente l'association Patients en réseau, mon réseau cancer du poumon. Alors, mon histoire, ça commence en début 2020. Donc, début 2020, j'ai 3 enfants. Je travaille tout le temps, à temps plein, je cours partout. Voilà, donc très occupée. Et donc, j'attrape le Covid. Donc, Covid long qui dure. Et c'est vrai que les médecins ne comprennent pas trop pourquoi, 40 ans, on ne s'en sort pas de ce Covid. Donc, je fais un scanner thoracique et là, on découvre nodules. Nodules dans le lobe inférieur gauche, voilà, de à peine 3 cm. Mais ça n'inquiète personne. Donc là, c'est vrai que c'est toujours un message que je dis, c'est qu'on se dit 40 ans, elle n'a jamais fumé, ce nodule, c'est forcément rien. Donc ça va prendre 6 mois 6 mois avant qu'on commence à s'inquiéter, parce que du coup, je tousse toujours, et puis on me dit je tousse, je suis fatiguée, j'ai du mal à marcher, et on me dit oh non, mais c'est de l'asthme, comme j'en faisais depuis très longtemps. Donc c'est vrai que ce parcours a été long, parce que j'avais l'impression d'être incomprise, surtout que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, et enfin, j'ai été hospitalisée une journée à Pompidou, où là, ils ont décidé de me faire un PET scan. Et là, évidemment, PET scan, ça le nodule a scintillé, plus des adénopathies à côté. Donc là, ça s'est passé au niveau presque urgence, ce qui m'a fait drôle, c'est-à-dire que pendant 6-9 mois, on me disait bon, c'est pas grave, et là, tout de suite, opération. Donc j'ai la chance de faire partie des gens qui ont pu être opérés. Donc j'ai eu une lobectomie inférieure gauche, donc à l'hôpital. J'étais à Pompidou. Je suis restée, donc ça a commencé 10 jours. Au bout de 10 jours, on me dit que je peux partir. Et là, radio de contrôle, j'ai fait un pneumothorax. Donc là, pneumothorax complet. Du coup, je suis restée hospitalisée 2 mois. Donc c'est vrai que dans mon histoire, c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué, parce que du coup, j'ai eu plusieurs drainages thoraciques, j'avais vraiment beaucoup de mal à respirer, c'était vraiment très compliqué, ce moment-là. Et finalement, c'est à ce moment-là qu'on m'a vraiment annoncé le cancer, avec la napate, puisque jusque-là, avant, on était encore sur l'hypothèse du Covid. Donc ça me paraissait encore moi un petit peu invraisemblable, mais voilà. Donc c'est vraiment quand j'étais hospitalisée qu'on m'a annoncé le diagnostic. Donc moi j'ai la mutation ALK. Donc voilà, donc ça c'est diagnostic. Donc c'était au bout d'1 mois et demi d'hospitalisation. Ensuite donc je suis sortie et j'ai enchaîné 6 mois de chimiothérapie. Donc le souci moi que j'ai eu, c'est qu'avant de commencer la chimio, j'étais vraiment déjà épuisée des opérations. Donc c'est vrai que la période de chimio a été longue. Au niveau psychologique, ce qui a été difficile, c'est vrai que j'ai perdu mes cheveux, mes cils, mes sourcils. Alors moi, ça ne m'a pas posé de problème, parce que je savais que ça repoussait. Le problème, c'était plus l'entourage. C'est que du coup, de l'entourage, vous passez pour quelqu'un de malade. Et c'est vrai que même par rapport aux enfants, mes enfants avaient 6 ans, 10 ans et 14 ans. Et c'est vrai que pour les accompagner, c'était quand même une période compliquée. Il y en a un, surtout celui qui avait 10 ans, ne voulait surtout pas qu'on voie que j'étais malade. Alors c'était quand même compliqué, parce qu'on a beau avoir une perruque, maquiller comme on peut, ça se voit. Donc voilà, donc ça a été vraiment la période, on va dire, compliquée. Et ensuite, après la chimio, on a fait les scanners, et là, donc, on m'a annoncé que j'étais en rémission. Et donc voilà, c'est un message d'espoir, parce que c'était évidemment compliqué, mais là je me dis voilà, je suis là et ça va. Voilà, et je suis du coup heureuse de pouvoir témoigner aujourd'hui devant vous. Je vais laisser Nké parler et puis après je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Bonjour, moi je m'appelle Nké, plus connue sous le nom de Kenti Keti sur les réseaux sociaux. Donc moi j'ai commencé à tousser un peu avant le premier confinement, mais pour une raison étrange, je n'ai fait aucun lien avec le Covid. Pour moi, il était évident qu'il ne s'agissait pas du Covid. Au bout de 5 jours, j'ai consulté mon médecin traitant qui m'a suggéré de me remettre au sport, ce que j'ai fait, et puis sans le moindre résultat. Donc je suis retournée voir j'ai des trous de mémoire, mon ORL, qui m'a donné une ordonnance pour faire une radio thoracique en me répétant bien, ce n'est pas urgent, ce n'est pas urgent. Et aller comprendre pourquoi, le soir même, j'étais sur Doctolib pour aller faire cette fameuse radio thoracique
qui a montré, et là il faut s'accrocher, il faut suivre, qui a montré la même tâche qu'en 2016, et là nous sommes en 2020, mais plus grosse. Et à partir de là, je peux vous dire que j'ai commencé à transpirer. Voilà. Donc je suis retournée voir mon médecin traitant qui m'a prescrit un scanner qui a montré que quelque chose n'allait pas. Et donc j'ai poursuivi mon chemin, mes investigations, et je suis allée voir de moi-même une pneumologue qui m'a prescrit un PET scan. Et à partir de là, moi, je savais déjà qu'il y avait un sérieux problème. Mais encore une fois, la pneumologue, elle n'a pas vu le problème. On était pourtant déjà à l'époque sur une masse de 8 cm. Voilà. Et donc, elle a fait, le PET scan a été fait, ça marquait, bon. Elle a proposé de faire une fibro, oui, c'était une fibro, je crois, une fibroscopie pulmonaire, et il n'y avait rien. Et je la revois en train de taper dans la main des deux infirmières qui étaient là. C'est propre, c'est génial, c'est nickel, il n'y a rien. Et donc, en fait, vous êtes sur un reflux gastro-œsophagien. Parce que si c'était déjà ce qu'on voyait en 2016 qui vous faisait tousser, vous auriez commencé à tousser en 2016. Bon, tout le monde sait aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment de symptômes précoces dans le cadre du cancer du poumon. Donc, bon, moi je l'ai écouté, j'ai respecté, je me suis dit, bon, elle sait mieux que moi. Mais pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que, comme disait Delphine, on se connaît. On sait quand quelque chose ne va pas. Donc, je suis partie en vacances, et puis un matin, je me suis réveillée en me disant, retourne voir cette pneumologue, retourne la voir. Et donc, j'ai pris rendez-vous, je suis retournée la voir, et j'ai décidé de ne pas bouger de son cabinet. Vraiment. Je suis restée là, je l'ai regardée, elle m'a regardée. Elle était embarrassée, elle s'est dit, ben, elle partira jamais. Donc, elle m'a remis une lettre d'adressage pour un chirurgien, un chirurgien thoracique, profession dont je n'avais jamais entendu parler avant. Et je suis allée à Foch avec tous mes bilans, certains qui dataient de 2015, etc., pour mettre toutes les chances de mon côté. Et j'ai bien fait, parce que quand je suis arrivée dans le cabinet de ce chirurgien thoracique, je peux vous assurer qu'en 3 minutes, il avait posé le diagnostic. Alors que je sortais de 8 mois d'errance médicale. Voilà. Donc j'ai été opérée, pareil que Delphine, lobe inférieur gauche, parfaitement localisé, donc beaucoup de chance, et je n'en avais pas conscience à l'époque. Et voilà, après 4 cures de chimio, et puis j'ai vécu ma meilleure vie. Ça s'est arrêté au bout de quelques mois, malheureusement, avec l'apparition de lésions cérébrales. Et donc j'en suis là aujourd'hui. Mais vraiment, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il faut vous écouter. Il faut être acteur de votre parcours de santé. Et il ne faut rien lâcher surtout. Parce que quand les lésions cérébrales sont apparues, j'ai demandé un deuxième avis à Roussy. Et j'ai bien fait. Parce qu'on a renvoyé la pièce au labo. Et c'est là qu'on a trouvé cette fameuse fusion NRG1, qui est rarissime, et c'est pour ça que je tenais à témoigner aujourd'hui. C'est 0,03% des patients seulement. Et il se trouve qu'à Roussy, ils avaient un essai clinique pour moi. Donc ça, c'était génial. J'ai vécu ma best life ever. 0 effet secondaire. J'ai carburé, j'ai fait plein de choses. Et ça, c'est super positif. Et puis, bon, ça n'a plus fonctionné. Et je dis souvent, quand on me dit, Menke, l'essai clinique n'a pas fonctionné, je dis non, il ne fonctionne plus. Pour moi, c'est important, la nuance. Il ne fonctionne plus. Et voilà, là maintenant, je suis dans différentes chimios. Ça se passe plus ou moins bien. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis encore là. 4 ans et demi après le diagnostic, pour un cancer qui a quand même un pronostic assez sombre, je suis encore là.
et j'accompagne ma fille. Ma fille a eu son bac, elle est en BTS, elle se prépare à passer le permis, plein de bonnes choses. Et je suis contente d'être là encore pour assister à ça. Voilà. Et j'ai oublié de dire que tout ça, je le raconte dans un livre qui s'appelle Le secret des éléphants, en auto-édition. Voilà. Merci. Super. Ben, merci beaucoup pour ces 2 témoignages. L'atelier, c'est vraiment une discussion à construire ensemble, donc il faut que vous nous disiez de quoi vous avez envie. Moi, j'ai 2 premiers commentaires. Le premier commentaire, c'est que, comme vous l'avez vu, le diagnostic est difficile. C'est difficile parce que le poumon est un organe où il n'y a pas de sensibilité douloureuse, il n'y a pas de nerf de la douleur. Donc, il peut se développer une masse de 8 cm sans que ça fasse mal. Ça peut faire tousser, mais la tousse est banale. Le Covid, l'asthme, chez un fumeur aussi, même si on va évoquer plus souvent le diagnostic, la toux chez le fumeur, c'est banal. Mais justement, c'est des symptômes qui ne doivent pas être banalisés. Et nous, on se bat pour former les collègues. Et en effet, la toux, c'est pas forcément... Enfin, le reflux gastro-œsophagien, c'est pas forcément la seule explication. Donc voilà, c'est un diagnostic difficile parce qu'il n'y a pas de nerf de la douleur. Il faut rien lâcher. Lâcher le fumeur parce que 85% des cancers du poumon, c'est chez le fumeur. Vous en avez peut-être entendu parler. On va enfin, en France, mettre en place un programme national de dépistage des cancers du poumon par scanner low-dose. La démonstration de l'efficacité, du bénéfice, etc., pour le moment, c'est chez le fumeur, chez le gros fumeur. Mais bon, c'est déjà un pas. Si on peut mettre ça, et on n'est pas encore en routine, hein, ça va être de la recherche, mais on doit inclure 20 000 participants dans cette recherche avec des scanners de dépistage low dose. Donc ça, c'est voilà, un diagnostic difficile et du coup, essayer d'avoir des stades précoces avec ce dépistage. Et l'autre, Best Life Ever, en fait, il y a des progrès tous les 6 mois. Nous, on est obligé d'aller au congrès. C'est pas qu'on veut aller prendre des vacances, mais il y a tout le temps des nouveautés. Et elles sont présentées en session plénière au congrès. Là, par exemple, il y avait l'ELCC, c'est le congrès européen de cancérologie, c'était à Paris, donc ça tombait bien. Mais il y a eu une séance plénière qui montre un bénéfice de survie chez des patients métastatiques, l'essai Mariposa, avec un nouveau médicament dirigé vers EGFR. On avait eu des premiers résultats qui montraient qu'il y avait une amélioration de la survie sans progression. C'est-à-dire qu'on le donne et le temps que ça fonctionne, après on met autre chose. Et là, on démontre que ça allonge la survie globale. Donc ça, en première ligne, c'est un paramètre, enfin c'est une grande nouveauté. Bon, alors après, c'est un traitement qui a beaucoup de toxicité cutanée, donc il va falloir apprendre à le gérer. Et qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas que l'allongement de la vie, c'est aussi la qualité de vie qui compte. Et donc, c'est vrai que ce médicament a une toxicité certaine. Mais voilà, Best Life Ever, en fait, c'est des choses qu'on peut répéter souvent parce qu'il y a des progrès sans arrêt. Et même nous, quand on fait que de la cancérologie thoracique, maintenant, on va avoir des spécialistes EGFR, des spécialistes ALK, des spécialistes ROS, des spécialistes NRG1, parce que vraiment, on a un nombre de médicaments et de positionnements compliqués. Mais donc ça doit générer de l'espoir chez les patients et chez les aidants, hein, parce que vraiment, des situations il y a un an après, elles sont complètement différentes. Donc ça, c'était mes 2 commentaires. Et donc, on a des supports de diapositives avec Ludovic, moi plutôt sur ce que c'est que l'histo, ce que c'est que la biologie moléculaire, ce que c'est que les traitements. Ludovic sur les parcours. Et comment vous voulez faire? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on commence par les diapos? Vraiment, sentez-vous libre de participer sur les parcours, sur le vécu, sur le ressenti. On vous passe le micro, c'est une discussion. Ouais.
Bonjour, alors moi je m'appelle Didier, alors je viens pas pour faire une consultation évidemment, même si, alors moi j'ai eu un cancer de la peau métastatique, j'ai fini mes traitements au mois de juillet l'année dernière, et là lundi on m'a découvert des lésions au poumon, en verre dépoli, enfin moi j'aurais peut-être pas les termes exacts mais c'est à peu près ça. Je suis sorti de chez mon oncologue avec ce résultat parce que j'étais dans le cadre d'un essai clinique, donc je passe des scanners tous les 3 mois. Et mais j'ai pas plus d'infos. Donc je passe un nouveau scanner le 14 avril, donc dans quelques jours. Et bon, pour ceux qui ont vécu ce parcours-là, alors je suis guéri de mon cancer métastatique, donc l'essai clinique a très bien fonctionné. Alors c'était en immunothérapie, c'était pas en chimio mais en immuno. Et voilà, et là je suis, bon, j'ai un tout petit peu digéré depuis lundi parce que j'ai l'impression de revivre un peu la même chose que j'ai vécu il y a un peu plus de 2 ans. Donc voilà, et c'est ce que disait la dame juste avant, c'est que il faut se prendre en main. Donc je vais pas attendre que mon oncologue m'envoie chez un pneumo. Je pense que, alors je suis pas de Paris, je suis de Bayonne, ça s'entend peut-être à mon accent. Voilà, je vais prendre mon destin en main et je pense que je vais aller pousser la porte de chez un pneumo pour essayer d'aller voir plus vite ce qui se passe. Parce que mon cancer métastatique, on m'a découvert un nodule en mai 2022. Et puis ça s'est transformé en 5 en très très peu de temps. Donc du coup, c'était pas des nodules, c'était des métastases. Donc voilà, je voulais aussi mais partager ce que vous disiez de se prendre en main parce que je pense que c'est très important et j'ai une peur évidemment immense parce que c'est toujours l'inconnu et puis je sais pas, ça touche peut-être les poumons et c'est peut-être pour moi en tout cas un peu plus effrayant que le foie. Même si c'était quand même métastatique, mais voilà, ce rapport au poumon, je suis ancien fumeur. Voilà, donc ce qui n'aide évidemment pas. Donc voilà, je suis un peu bon, je suis là, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je suis là et j'ai le sourire, mais voilà, j'ai cette trouille parce que je sais pas, je sais pas demain ce qui m'attend et voilà, c'était le petit témoignage que je voulais vous partager. Merci pour le témoignage. Après, voilà, c'est sûr que à chaque fois que nos patients passent des examens, on sait bien, ils arrivent dans notre box de consultation et on leur dit bonjour, comment ça va? Et moi, je dirais que, allez, dans 2 tiers des cas, ils n'arrivent pas à me dire comment ça va et ils me disent bah, c'est vous qui allez me dire, docteur. Je sais pas, non, il faut quand même que vous me disiez comment ça va. Bon, donc c'est vrai que on, on comprend qu'on soit suspendu aux résultats et que l'attente soit hyper compliquée à gérer. Donc moi ici, je peux bien sûr pas donner mon avis sur les lésions en verre dépoli, mais globalement, le verre dépoli, c'est quelque chose de très indolent et ça peut être plein de choses. Donc, faut en effet, c'est bien d'aller voir un pneumologue et j'en connais des très bien à Bayonne. Mais donc moi, je peux pas vous donner un avis comme ça, mais peut-être ce qu'on peut partager et peut-être que les associations de patients peuvent aider, c'est comment gérer ce temps d'attente entre l'examen, le résultat. Moi, j'essaye de dire à mes patients, alors, moi, je vis dans le luxe hein, à Cochin, puisque je leur demande de faire leur scanner sur place. Et comme ça, ils sont tout le temps comparés. Enfin, parce que d'abord, moi, j'arrive à comparer, à tout mettre sur mon logiciel et sur mon écran. C'est le radiologue, il a toute l'histoire et il peut aussi comparer. Mais voilà, j'ai bien conscience que c'est pas du tout partout comme ça. Mais il y a quelquefois des patients qui veulent avoir le scanner le jour même et juste après la consulte. Donc moi je dis ok, mais je vous préviens, il n'y a pas le temps d'avoir cet avis du radiologue. J'ai des super radiologues, donc quelquefois je dis bon, vous faites le scanner vendredi, je vois le lundi. Voilà, j'essaye au maximum qu'il n'y ait pas 15 jours entre le scanner et la consulte. Mais après, je ne sais pas si certains d'entre vous
ont appris à gérer comment on gère ça. Est-ce qu'il faut faire de la médiation en pleine conscience? Est-ce qu'il faut se prendre un petit atarax le soir? Est-ce qu'il faut avoir un soutien psychologique? Mais je comprends que ça soit hyper difficile. Je ne sais pas comment vous faites, vous, si vous voulez répondre, si vous avez des tuyaux pour gérer cette difficulté. Moi, je suis aidant, on va dire. Ça marche tout seul, hein? Ouais. En fait, cette problématique de l'attente du résultat, c'était très difficile pour nous. Et donc, du coup, on a fini par, même à Foch, demander de le faire à l'extérieur, puisqu'en fait, en faisant à l'extérieur, on a le résultat le jour même. Et après, quand on va au rendez-vous, tout ça est remis en place. Donc, l'oncologue a la formation le jour où on vient. Alors, peut-être pour lui, c'est moins confortable. Pour nous, ça l'est plus. Et lui, effectivement, du coup, lors de l'entretien, on le voit à la tête dans l'ordinateur pour essayer de voir et de comparer ce qu'on lui a amené à chaque fois. Mais c'est comme ça qu'on a géré plus facilement cette attente qui était assez difficile parce que nous, on n'était pas dans un délai de 5 jours, on était plutôt dans un délai de 10 à 15 jours. Donc, c'était insupportable d'attendre 15 jours, savoir ce qui se passe, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est possible, en effet, d'avoir ces résultats, de recevoir ces résultats bruts de décoffrage tout seul. Je ne sais pas si tout le monde a envie d'assumer, de recevoir cette info. Peut-être qu'on veut surprotéger nos patients, hein. Moi, j'essaye en effet, quand ils viennent le vendredi, que je les vois le lundi, le radiologue sait très bien que je vais les voir le lundi, et donc leur dit, vous allez voir votre médecin. Et voilà, si on insiste beaucoup et si on attend, on peut avoir son résultat, parce qu'ils ne vont pas le faire pendant le week-end. Donc, mais nous, mais peut-être à tort, parce que j'ai lu aussi sur les réseaux des patients qui s'insurgeaient un peu contre ça, dans c'est notre corps, c'est nous, on veut savoir. Et nous, on a tendance à dire, bon, je vais expliquer, je veux amener... donc il y a peut-être en effet une discussion à avoir. Nous, il faut peut-être qu'on lâche ça, hein, ce souhait de protection. Peut-être que c'est déplacé maintenant, que notre société, dans l'immédiateté, l'instantané, peut-être que c'est déplacé de vouloir avoir cette info et de l'annoncer. C'est pas de la surpuissance vraiment, c'est vraiment de la protection. Puis d'abord, quelquefois, il y a des erreurs. Et faire l'annonce et la remettre dans le contexte de ce qui va se passer tout de suite, ce qu'on va proposer derrière, parce que si tout va bien, c'est super. Mais s'il y a une progression, nous, on est toujours... J'entends, mais en fait, il y avait aussi cette idée qu'en fait, on n'avait pas le contrôle de sa propre maladie. Ouais. C'est-à-dire qu'on était sous domination de l'oncologue, comme s'il décidait tout le temps pour nous. Et ça, c'était assez difficile à accepter. Et en plus, il ne faut pas poser les questions qui grattent, les questions de survie, les questions après le traitement. À chaque fois, on n'a jamais de réponse. On nous renvoie, on nous a carrément envoyé l'explication du médicament en anglais sur 20 pages. Ça, c'est un peu, ça nous a pas apporté de réponse. Et c'est tout le temps, on reste tout le temps sans savoir. Parce qu'elle a un traitement, mais finalement, on ne sait pas, au-delà du traitement, qu'est-ce qui va se passer. C'est un traitement de 3 ans. Et après, quand on pose ces questions-là, on nous répond, on répond même pas en disant, je ne sais pas. Alors, dans ce que vous me dites, il y a deux choses. D'abord, en effet, il faut peut-être que les médecins lâchent, que la société évolue et que les gens veulent vraiment prendre en charge complètement leurs décisions. Nous, bien sûr que si j'annonce le résultat du scanner, j'imprime toujours et je remets en plus. Donc, ils peuvent vraiment s'approprier quand même le résultat du scanner, mais je l'accompagne de ce qui va se passer derrière. Ensuite, là, vous êtes aidant et c'est vos interrogations d'aidant. Je ne suis pas sûre que le patient qu'on voit, moi, quand je vois un patient et un aidant, c'est vrai que je ne vais pas répondre à l'aidant, forcément. Et je ne suis pas sûre que le patient soit dans la même temporalité que l'aidant. Le patient, il est là, même si tout va bien, il peut être un peu sidéré par ce résultat de scanner, ou ça va très bien, donc déjà digérer le mon scanner est bien, et du coup il a du mal à se dire ok, qu'est-ce que je fais dans 6 mois.
l'aidant n'est pas dans la même temporalité que le patient. Dans un monde idéal, il faudrait qu'on puisse voir l'aidant un petit peu à part à côté pour que l'aidant, qui est aussi très angoissé, mais qui est dans une autre temporalité à moyen et à long terme, parce qu'il a besoin de s'organiser, mais a des questions extrêmement anxiogènes pour le patient qui, lui, vient juste de digérer son scanner qui est soit super, soit qui est terrassé parce que son scanner est pas bien. Et du coup, on n'en est pas en une demi-heure de consulte à dire qu'est-ce qu'on va faire dans 3 ans. C'est pas qu'on veut pas, c'est que quelquefois ça s'y prête pas. Donc nous, il faut qu'on puisse proposer des rendez-vous famille aux aidants en n'ayant pas non plus... il ne faut pas non plus qu'on ait l'impression qu'on squeeze le patient, qu'on ait un double langage, parce qu'on veut être transparent, parce c'est fini cette époque d'il y a 50 ans, on dit un truc à un patient, on dit quelque chose de différent à la famille. On veut dire la même chose, mais l'aidant et le patient n'ont pas forcément les mêmes questions parce que ne sont pas dans la même temporalité. Et donc nous, on met quand même le patient au centre de la discussion, même si l'aidant, c'est hyper important. Et donc, on va respecter cette temporalité-là, ce qui peut être extrêmement frustrant pour l'aidant, mais il ne faut pas le prendre pour un mépris. C'est réfléchi. Vous avez émis le mot parfaitement. Oui, ça, c'est un peu cette impression de mépris. Merci. Alors Mika de l'association Réseau Cancer du Poumon. Alors moi j'aurais une petite question parce que finalement quand on est patient, moi perso dans mon centre, je vais faire mon scanner et 15-20 minutes après je ressors avec un compte rendu imprimé avec tout qui est écrit. J'ai vu aucun médecin, j'ai vu aucun radiologue et en fait quand je vais rentrer chez moi, je vais aller sur internet et si c'est une bonne nouvelle c'est très bien. Par contre si c'est une mauvaise nouvelle, là il y a une errance jusqu'à ce que je vois mon médecin qui peut être 2 jours après ou 15 jours après. Par contre, si je vais faire mon scanner, je n'ai pas l'information parce qu'on ne me donne pas ce compte-rendu-là, de toute manière, ça ne sera pas le même stress que je vais avoir. J'aurai le stress d'avoir les résultats, mais je vais devoir attendre jusqu'à ce que je vois le médecin et le médecin m'accompagnera dans l'explication et l'interprétation. Moi, je ne suis pas en capacité d'interpréter moi-même pourquoi ces comptes-rendus, finalement, sont donnés aux patients. Parce qu'on n'en fera rien finalement et ça va être, ils vont aller sur donc est-ce qu'il ne peut pas y avoir un travail, un consensus qui soit fait au niveau national pour que ça ne soit pas donné ou systématiquement accompagné? Non, je suis d'accord avec vous. Donc, mais voilà, il y a des gens comme monsieur qui sont super contents d'avoir leur scanner, leurs résultats pour digérer le truc, mais vous êtes aidant, vous n'êtes pas patient. Et nous, on pense plutôt qu'on préfère que le compte-rendu soit remis au patient par le médecin en accompagnant. Donc, je pense que ça serait bien qu'il y ait un vrai groupe de travail de discutants, de discussion avec patients, aidants et radiologues, parce que pour le radiologue, c'est pas facile non plus. Ils font des formations d'annonce, les radiologues, parce que dans les cabinets privés, en effet, beaucoup remettent le compte-rendu parce qu'ils ne revoient pas. Moi, c'est pratique, c'est à cochon, ils savent que je vais les voir. Donc, c'est un peu tacite. Tu le revois, je ne lui donne pas, je lui donnerai. Mais dans le privé, c'est donné. Et donc, ils font une formation d'annonce. Mais en fait, ils vont annoncer un truc gentiment, mais le patient ne peut pas en rester là et ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Donc ça, c'est sûr que peut-être que c'est un truc que les associations de patients peuvent faire comme travail pour quelle est l'attitude à avoir optimale sur les rendus d'examen, le radiologue, quel moment, etc. Ouais. Nous, en tout cas, en tant que patient, on a hyper envie d'avoir le résultat tout de suite. On sait que c'est pas bien, mais on a envie d'avoir le résultat tout de suite. Et puis, il faut pas. Puisque ce que j'entends aussi, c'est que du coup, en fait, le parcours des patients, il est ponctué de ces temps d'annonce, en fait. Ça revient tout le temps. Et dans l'accompagnement hospitalier, on a ce côté qui est parfois un peu sécurisant. On a l'hôpital, en fait, qui nous met sur des rails. En fait, les choses sont balisées, on a les rendez-vous, on a les interlocuteurs. Et en même temps, on est aussi quelque part dessaisi. Il y a une part où, du coup, on remet entre les mains de l'hôpital, de l'oncologue, de l'équipe, une part de notre santé. Et on dit, on va faire aussi ce qu'on me demande. Et il y a du coup cette ambivalence et cette posture en fait qui vient aussi nous confronter, nous questionner régulièrement. Et ça, personne, je pense, dans ce qu'on fait n'a de réponse clé en main. C'est pour ça qu'on essaye aussi de multiplier aussi l'accompagnement pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a les médecins, les pneumo-oncologues, il y a aussi les infirmières d'annonce de coordination qui peuvent accompagner dans le parcours, parfois la pharmacie hospitalière avec les thérapies orales pour aussi l'accompagnement des toxicités, les interactions médicamenteuses. En fait, il y a tout un tas d'interlocuteurs
et qu'il faut aussi oser saisir, qu'il faut aussi, je pense, pour l'institution hospitalière, oser mettre en place, parce qu'il y a aussi beaucoup trop d'endroits où ça manque pour l'accompagnement des patients. Mais c'est aussi, voilà, dans ces moments d'attente, dans ces temps de récurrence et d'inquiétude, il y a plusieurs interlocuteurs, il y a en tout cas des outils qui peuvent être saisis. Et de même, sur les questionnements, et pour tout ce qui concerne les droits des patients, il y a aussi le deuxième avis. Et ça, il y a aucun souci. Enfin, vraiment, c'est pas un manque de confiance, c'est pas une défiance envers une équipe médicale. On a le droit à un deuxième avis, ça fait partie de vos droits. C'est pas quelque chose qu'on prend mal. On n'a pas un ego qui nous dit mince. Non, ça fait vraiment partie des choses qu'on a le droit pour aussi continuer d'avancer, des fois pour remettre les choses un peu à plat, pour accepter, pour se projeter dans une nouvelle stratégie thérapeutique. Et je pense que c'est important de s'autoriser à en parler, et on n'est pas face à une équipe qui vous prend la main pour vous dire quoi faire, mais en tout cas qui est à vos côtés pour justement construire ensemble un parcours qui est, on le sait, difficile et avec des étapes difficiles récurrentes. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire sur la réception du scanner ou du PET scan avec le médecin spécialiste, mais on est tous différents. Pour ma part, j'ai aimé ça et j'ai préféré ça. Et ça s'est toujours organisé comme ça. C'est très compliqué et le risque, c'est quand même de passer le week-end sur Internet, et ça, c'est la pire des choses qui puisse arriver pour le patient et pour le médecin quand on va le voir. Donc, moi, mon tempérament m'a amené à découvrir ça avec un médecin. Je voudrais faire un témoignage pour toutes les femmes. On a découvert mon cancer du poumon. Alors, je devrais commencer par, je fais une mammographie après le Covid. On découvre un cancer du sein. Mon médecin référent, et pas le chirurgien, me prescrit un bilan d'extension. Et à la suite du bilan d'extension, on découvre un cancer du poumon déjà, je vais le dire, bien installé. Donc, à toutes les femmes, ne lâchez jamais votre mammo, quel que soit l'âge. Jamais, jamais, jamais. C'est grâce à ça qu'on a découvert un cancer du poumon. Je ne suis pas fumeuse, je suis sportive, j'avais jamais eu mal et je ne toussais pas. Maintenant, je tousse. Et ça, c'est le premier témoignage. C'est le hasard. Hein. Le deuxième, c'est quand la radiologue à d'Enfer Rochereau a dû faire l'annonce du cancer du poumon. J'attendais, il était 21h30 dans le couloir, elle a ouvert la porte, elle m'a dit « Venez à côté de moi ». Bon, là, j'ai su que c'était un drame à nouveau. Elle m'a assise, elle m'a montré les 2 écrans et elle m'a tout expliqué. Je lui ai dit « Mais non, c'est pas un cancer ». D'ailleurs, elle disait pas cancer, elle disait nodule. Elle me dit « Si, je suis expérimentée ». Elle me dit « Ce mot, il est spiculé. Regardez ». 98%, c'est un cancer. Elle l'a fait beaucoup mieux que ça, mais elle m'a prise à côté d'elle. Ensuite, elle s'est assurée de la manière dont je rentrais à mon domicile, s'il y avait quelqu'un à mon domicile. L'opération du cancer du sein était déjà programmée. Elle a appelé le chirurgien à 10h du soir en lui disant « On arrête tout ». Et puis après, je ne vais pas le raconter, ça durerait trop longtemps. Mais enfin, je suis en rémission et je suis là. Oui, bonjour. Je m'appelle Alim et j'ai été diagnostiqué en mars 2022, donc ça va faire 3 ans. J'ai eu 2 oncologues. Le premier à l'hôpital Saint-Louis, c'est là où j'ai eu le diagnostic. Et en fait, c'était une relation qui s'est installée. Et moi, je pense qu'il faut faire confiance. C'est comme ça qu'on est serein. Et du coup, j'ai pu négocier le fait d'avoir les résultats. C'est-à-dire, si on anticipe à l'avance les rendez-vous, on peut les avoir 2 jours avant. Donc moi, en général, c'est le vendredi. D'ailleurs, j'ai fait hier. Je devais faire le scanner hier et l'IRM aujourd'hui, lundi. J'ai pu négocier avec les radiologues pour faire le même jour et c'était possible. Donc vraiment, c'est une question de confiance. Après, j'ai dû changer d'hôpital. Et là, c'était un petit peu difficile avec l'oncologue. Mais je pense qu'il faut s'apprivoiser, apprendre à se connaître et pareil, négocier. Donc là, pareil,
je fais mes examens le vendredi en général, et le lundi, j'ai ma consultation. Et je sais que s'il y a un truc qui ne se passe pas bien, il va m'envoyer un mail. C'est arrivé une fois en me donnant les résultats d'une biopsie que j'ai fait. Il m'a écrit à 21h, donc comme quoi je ne suis pas simplement un numéro de dossier. Il y a une bonne interaction. Voilà, c'est à l'hôpital Tenon, et je pense que c'est la confiance. Et là, après, on est tranquille. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Oui, donc le mot confiance, c'est important. Pour que ça marche, faut qu'il y ait une confiance. Nous, on le sent très bien. S'il y a un moment de doute, on essaye de reprendre, de redonner les moyens que la confiance se fasse. Parce que je crois qu'en effet, comme vous l'avez dit, pour être serein, il faut être dans la confiance, sinon c'est invivable. Sinon, il faut changer. S'il n'y a pas de fit, il faut changer. Et encore une fois, un deuxième avis, on n'a pas le monopole de la relation. J'avais changé, j'ai demandé un deuxième avis. Je trouve que j'ai le type ROS1 et ça devenait compliqué pour mon premier oncologue. D'ailleurs, qui m'a gentiment conseillé d'aller à Tenon, qui sont plus spécialisés. Voilà, ça s'est fait comme ça. Moi, c'est bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres témoignages? Ouais. C'est une question qui s'adresse à Delphine. Tu nous as dit que tu es ALK+, mais comment ça se fait que tu étais en chimio et que tu n'as pas bénéficié de thérapie ciblée? Alors ça, c'est en effet une très bonne question. En fait, mon oncologue m'a dit qu'elle préférait faire une chimio complète vu mon âge et en se disant qu'on aurait comme ça un panel de thérapie si ça récidivait. Donc, elle préférait que je n'ai pas une thérapie ciblée dès le départ. Elle a préféré quand même, elle a dit ça comme ça, elle a dit on fait une chimio comme ça sur le total. Voilà, elle a expliqué ça avec mon âge et du coup, c'est vrai ce que je trouve très bien, c'est qu'elle m'a dit en cas de récidive, elle m'a déjà dit le traitement, elle m'a déjà, on sait le parcours et en tout cas, avec mon profil, j'aime bien anticiper et du coup, ça m'a énormément rassurée. Elle a été très claire là-dessus. Oui, et pourtant, ROS1 aussi, donc il y aurait eu des thérapies ciblées. Ouais. C'est peut-être lié à l'âge, je ne sais pas si... Ça dépend des situations, là, je peux pas me prononcer, mais et puis surtout pour ALK, il y a 2 ans, on faisait pas la même chose qu'aujourd'hui. À 2 ans, il n'y avait pas d'accès aux thérapies ALK en post-op, c'est récent cet accès. Donc ça, c'est important à garder en tête. Les choses évoluent extrêmement rapidement, ce qui est optimiste, ce qui est un point fort. Ouais. C'est ce qu'on a dit il y a 1 an. 1 an après, c'est différent. Globalement, on a les mêmes bases, mais ouais. Justement, posteriori, un patient qui n'a pas pu avoir cette thérapie après opération, par exemple, et il a une mutation et il y a une autorisation de mise sur le marché qui est faite pour cette thérapie, est-ce que le patient peut l'avoir a posteriori, justement? Alors, nous, on reproduit... Il y a des études qui démontrent une efficacité, il y a toujours une toxicité. Pour reproduire l'efficacité, il faut se mettre dans les mêmes conditions que l'étude. Donc, si on est dans les mêmes conditions que l'étude, on propose, sinon, on aménage. Et puis les études et les industriels, quand même, poussent quand même à la prescription. Et donc, même quand on a une étude qui est positive, probablement que tous les patients ne correspondent pas à cette étude. Et donc, les traitements sont quand même tous toxiques. Voilà, il y a toujours une toxicité, il y a toujours un prix à payer. Tant mieux si c'est bien supporté. Et donc, nous, même si on sait que l'étude est positive, on fait hyper gaffe et on se dit, mais est-ce que là, il faut vraiment que je fasse comme ça? Parce qu'une étude, c'est un sac, certes le plus homogène de patients, mais les patients sont quand même tous différents dans l'étude. Et vous n'êtes pas, en effet, des numéros, pour reprendre le terme. On fait hyper gaffe, quoi. OK, c'est ce stade-là, ces stages-là. Il a ça, nanana. Est-ce qu'au final, il va vraiment... les résultats de l'étude, c'est une médiane, c'est une courbe de Gauss. Où est-ce que vous êtes dans la courbe de Gauss, quoi? Donc, si vous êtes là, on réfléchit, on discute en RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire, elle dit, non. Voilà. Non, mais alors du coup, quelle place de la biopsie liquide, par exemple, pour le suivi de ces patients? Parce que si on fait une biopsie liquide, on remarque qu'il y a encore de l'ADN tumoral circulant avec la présence encore de ALK.
on peut réfléchir à se dire, il était peut-être pas autorisé la lectinib, je crois cette thérapie cible à ce moment-là, mais elle peut potentiellement l'être après. Alors moi, la question, c'est quelle est la place de la biopsie liquide, justement, dans le suivi en fait, des patients actuellement? Alors, la biopsie liquide, donc l'ADN tumoral circulant, par exemple, par rapport à d'autres cancers, le poumon, ça circule pas beaucoup. Dans le cancer du côlon, ça circule à mort, donc il y a déjà plein d'études où on mesure l'ADN, on met un truc, l'ADN se négative. Dans le poumon, en post-opératoire, ça circule pas beaucoup. Et ensuite, qu'est-ce qu'on détecte? Est-ce que c'est de l'ADN de cellules mortes? Et puis, ok, et disons que c'est de l'ADN tumoral de cellules vivantes. Donc, c'est-à-dire qu'il reste des micro-métastases, une maladie résiduelle quelque part. Est-ce que le système immunitaire ne va pas faire son job? Est-ce que vraiment, on va peut-être découvrir la maladie dans 3-4 ans sur le plan macroscopique? Est-ce qu'il faut donner 4 ans d'alectinib à ce moment-là pour un micro-truc? Est-ce qu'il ne faut pas attendre dans 4 ans de voir un nodule de 4 cm? On fera de la radiothérapie stéréotaxique et on économisera encore le médicament? Ça, les industriels, ils n'en parlent pas. Ils disent, il y a un truc, il faut mettre. Mais en fait, pour de vrai, nous, on économise les médicaments pour pouvoir les donner le max possible. Et les traitements localisés, un coup de rayon là, un coup de chirurgie là, si on peut éviter 3 ans de traitement, on les aura derrière. Bah oui. C'est aussi ça dans le parcours. Enfin, c'est les traitements, c'est aussi les toxicités, l'impact sur la vie quotidienne, sur l'activité professionnelle, sur l'équilibre familial, la vie intime et sexuelle. En fait, il y a énormément de choses qui peuvent être bousculées par un traitement. Et du coup, effectivement, ça doit se peser. Et des fois, est-ce qu'on ne fait pas mieux en faisant moins ou en attendant? La question, elle se pose. Et après, on est toujours face à des cas individuels. Mais cette question, justement, aussi de savoir accompagner, savoir identifier, est-ce qu'il y a d'autres traitements? Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'interaction? Est-ce qu'on ne va pas être délétère? En fait, tout ça, ça se discute aussi. Et donc, c'est des discussions aussi pluriprofessionnelles qui sont et avec le patient, avec aussi son projet de vie. Est-ce qu'il y a des projets, des choses qui sont importantes à mener et qui pourraient être impactées par le traitement? Et je pense que c'est important, du coup, de pouvoir parler aussi pleinement de pas juste la maladie et le traitement, mais en fait, dans ces parcours d'oncologie thoracique, en fait, c'est parler de la vie. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut faire demain? Qu'est-ce qu'on aimerait faire là aujourd'hui avec ses proches? Qu'est-ce qu'on veut faire sur le plan professionnel? Est-ce qu'on est propriétaire, locataire? La précarité aussi, parce que l'accès à plein de soins de support, c'est aussi des questions financières. Tout ça, je pense que ça nécessite ces discussions un peu à cœur ouvert avec les équipes. Ouais, il y a un truc qui est très angoissant pour les patients, c'est la désescalade thérapeutique, quand on arrête un traitement. Mais en fait, on surtraite souvent. On surtraite. Les études, par exemple, on a parlé là de l'osimertinib en post-opératoire 3 ans. L'étude, elle est comme ça, 3 ans. Donc, on va donner 3 ans. Si ça se trouve, 1 an, ça suffit, 2 ans, ça suffit. Donc, si jamais il y a de la tox, que les gens sont un peu fatigués, un peu barbouillés, du coup, ils font moins de sport, ils mangent moins bien, finalement, on aurait peut-être un gain sur l'ensemble à arrêter le traitement pour que le patient fasse du sport et aille mieux. Mais même sur la maladie, je ne parle pas de la qualité de vie, sur la maladie. Donc nous, il ne faut pas être stressé si on propose un arrêt de traitement. C'est quelque chose qui est mesuré. Et la toxicité, ça peut jouer sur l'efficacité globale de la maladie. L'immunothérapie, quand ça a commencé, c'est génial, l'immunothérapie. Les études, c'est 2 ans. Même nous, à 2 ans, des patients, des métastatiques, 2 ans, réponse complète, on ne voulait pas arrêter. Et puis maintenant, on se rend compte qu'au bout de 3 ans, 4 ans, il y a de la toxicité articulaire, thyroïde. Voilà. Donc maintenant, globalement, les médecins font un TEP-FDG à 2 ans, et si c'est bon, arrête, ou s'il reste un petit truc, on peut faire un petit coup de rayon, mais ce qui reste, on ne sait même pas ce que c'est. Donc bon. Et puis maintenant, il y a des études de désescalade. Est-ce que 6 mois, ça ne fait pas mieux que 2 ans, parce qu'il y a moins de tox? Et donc ça, c'est très, très angoissant pour les patients, alors que c'est peut-être mieux. Donc ça, il faut nous faire confiance aussi. Si on dit on fait une pause, on arrête, c'est mesuré, et ça peut être gagnant en fait.
Moi, on a diagnostiqué mon cancer du poumon en 2016. Ça fait bientôt 9 ans. Ça a été très très compliqué. Et justement, par rapport à ce que vous venez de dire, je vais passer toutes les étapes, parce que j'ai eu des métastases cérébrales, des cyberknives sur la tête qui ne fonctionnaient pas, plein de PET scans à la F-DOPA, je ne sais pas quoi. Et puis ensuite, une opération en chirurgie éveillée. Et j'ai eu... je suis avec le professeur Bess, qui est le directeur de la recherche à Gustave Roussy. Et j'ai été traitée par immunothérapie et j'ai répondu très très bien à l'immunothérapie. Et c'était au moment des confinements, début 2020. Donc j'étais pas bien du tout à ce moment-là. Il fallait se confiner. Je suis partie de Paris. Je lui ai demandé si je pouvais partir. Il m'a dit oui, on se débrouillera. Et puis j'ai eu une période de 5 semaines de fièvre. Ça commençait à 38,1, ça finissait à 40, plus de 40. On ne savait pas ce que c'était. C'était difficile d'avoir des tests Covid à l'époque et tout ça. Mais j'ai quand même réussi à avoir des tests Covid. Ce n'était pas le Covid, en fait. Et c'était une pneumopathie organisée cryptogénique qui était un effet indésirable de l'immunothérapie que je venais de commencer. J'ai eu 4 séances d'immunothérapie. Ça devait durer pendant 2 ans. Du coup, on a arrêté. J'étais inquiète et tout. Et le professeur m'a dit, vous inquiétez pas, c'est un produit qui a une demi-vie très longue. Vous êtes couverte pendant quelques mois. Et puis j'ai eu aussi une polyarthrite rhumatoïde en conséquence. Et tout ça, ça s'est remis en place pendant le confinement. J'ai été hospitalisée avec les fantômes blancs qui viennent prendre votre plateau comme ça, pas de visite, rien du tout. Ça s'est rentré dans l'ordre. Et quand j'ai quitté la clinique, j'ai vu un autre oncologue, c'était à Orléans en fait, qui connaissait très bien le professeur Bess parce qu'ils ont travaillé 5 ans ensemble. Et qui m'a dit que tout se réglait très bien. On avait trouvé que c'était... j'ai pris de la cortisone, plein de cortisone, donc j'avais plus de fièvre, et tout ça, c'était bien. Et je lui ai dit, bon, moi, je suis très, très contente de ce résultat, mais j'étais épuisée. Mais je suis inquiète parce que j'ai l'impression, je suis sans filet, j'ai plus rien pour mon cancer. Qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, ça, c'était en 2020. En 2020, on n'a pas recommencé l'immunothérapie. Là, je suis en train de faire mes contrôles à Gustave Roussy. Le scanner est bien. J'ai fait l'IRM hier et je vois le professeur Bess mercredi. Et à la dernière consultation, le 9 septembre, on était à 5 ans, moins 4 mois de rémission. Ce qui prouve, j'en ai parlé avec lui, je lui ai dit, alors voilà, moi j'ai eu 4 séances seulement, comment ça se fait? Il m'a dit, mais en fin de compte, on en donne beaucoup trop longtemps. Et voilà, du coup ça a été très efficace. Et normalement je devais avoir je ne sais pas combien de séances, quoi. Et c'est plutôt bon signe, mais enfin bon, c'est pas une désescalade volontaire, C'était dû aux effets indésirables qui étaient insupportables. Et voilà. La désescalade, on la fait pas assez, on la fait quand on est contraint, mais souvent ça se passe très bien. Donc oui, il faut être rassuré avec ça. Oui. Bonjour, je m'appelle Pascal. Je voudrais vous faire part de mon retour d'expérience sur le manque d'informations qu'on a vis-à-vis de sa maladie. Donc moi j'ai un cancer du poumon, il a été muté EGFR, donc quand j'ai reçu l'annonce de mon cancer du poumon, ça a déjà été assez dur, et après qu'il est muté. Et en fait, lorsque je vois mon oncologue, je suis soigné à l'Institut Curie, et donc l'oncologue, la consultation dure même pas 10 minutes, et en fait, comprendre la mutation, j'ai besoin de comprendre en fait sa maladie pour pouvoir la combattre. Et donc la mutation, on m'a jamais expliqué d'où est-ce qu'elle venait. C'était une mutation génétique. Est-ce que ça vient de ma famille, de mes parents Et je trouve que c'est difficile
lorsqu'on n'a pas les réponses vis-à-vis de son oncologue, on va rechercher sur Internet et donc ça devient compliqué. Et je trouve que les temps de consultation sont extrêmement courts, hein. En tout cas pour ma part à l'Institut Curie. On a énormément de questions. Moi, je suis obligé de noter mes questions par écrit sur l'oncologue parce que il nous prend avec 2 heures de retard. Donc, on est entouré de patients qui sont atteints du cancer. On nous fait attendre. Ensuite, ça dure 10 minutes. C'est extrêmement compliqué. Et donc, il faut préparer ces rendez-vous. Et moi, je trouve que le manque d'informations, c'est pour ça que je me suis mis auprès de l'association Patients en réseau pour avoir des informations que moi, je n'arrivais pas à avoir de mon oncologue. Bah, vous avez raison, c'est sûr que 10 minutes pour une annonce diagnostique, c'est très court. J'espère que vous avez eu ces informations, sinon on peut en discuter de la mutation. Et c'est vrai que c'est difficile de comprendre ce qu'est une mutation somatique d'une mutation constitutionnelle. Donc la mutation somatique, le corps, c'est la cellule tumorale. Et donc finalement, la cellule normale se transforme en cellule cancéreuse et dans le poumon, on a réussi à identifier dans l'ADN ce qui était associé à cette transformation et probablement responsable de cette transformation. Et en plus, cette anomalie du gène, de l'ADN, conditionne la vie de la cellule tumorale et on sait cibler, donc l'ADN s'est transformé en protéines et maintenant les médicaments, tous les anti-GFR, hein, les tyrosine kinase inhibiteurs, ils ciblent cette protéine issue de la mutation, donc on dit protéine mutée et donc la cellule tumorale qui vit sous cette dépendance, si on bloque la protéine, elle meurt. Ce qui est complètement différent d'une mutation héréditaire où là c'est toutes les cellules normales qui sont mutées, hein. Par exemple dans la trisomie 21, la plupart des cellules normales ont 3 chromosomes 21 et donc ça entraîne quelques anomalies morphologiques, etc. Mais ce qui n'est pas du tout le cas des mutations qu'on a dans le cancer, qui s'appellent du coup somatiques, et qu'on n'a pas dans les spermatozoïdes et qu'on n'a pas dans les ovules, et donc ce n'est pas transmissible. C'est juste une transformation d'une cellule normale et qui devient cancéreuse à cause de cette anomalie. Et donc dans les autres cancers, et dans 50... donc globalement, nous, dans le cancer du poumon, et c'est pour ça que le cancer du poumon évolue très vite, je ne sais pas pourquoi, dans ce cancer, on a identifié, notamment chez les non-fumeurs, dans 50% des cas, on connaît des anomalies comme ça qui sont associées à cette transformation d'une cellule normale en une cellule cancéreuse, qui donne une protéine bizarre, qu'on sait cibler avec des médicaments, d'où l'importance de tester toutes les biopsies, les cellules cancéreuses, pour savoir quelle mutation on a, parce que chez le non-fumeur, dans 50% des cas, on va en trouver une. Et si on en trouve une, dans un grand nombre de cas, on a un traitement direct. Donc on cherche bien sûr la mutation EGFR qui est la plus fréquente. EGFR, c'est une protéine, c'est un récepteur à un facteur de croissance. Ce récepteur, le facteur de croissance, c'est l'EGFR, l'EGF, Epidermal Growth Factor. Donc EGFR, c'est récepteur. Donc, on a identifié la mutation de l'ADN qui code pour ce récepteur. Donc, le récepteur, il est muté, il est activé tout le temps. Ça transforme une cellule normale en une cellule cancéreuse. Et l'osimertinib, paf, ça allait bloquer la protéine et la cellule, elle meurt. Et donc, voilà, d'où l'importance d'avoir beaucoup de biopsies au départ pour aller tester le GFR, le ALK, le ROS, le NRG1, le MET, le HER2. Mais dans le sein, par exemple, on n'a pas ça. Dans le côlon, on a identifié RAS comme mutation. Dans le poumon, on a aussi RAS, mais ce n'est pas la même mutation. Dans le pancréas, il y a aussi du RAS. Mais il y a plein de cancers où on n'a pas ces anomalies. Donc dans le poumon, il faut chercher ces anomalies chez tout le monde. On en trouve plus chez le non-fumeur, mais on en trouve quand même chez le fumeur. Puis après, il y a non-fumeur, fumeur, et puis il y a entre les deux, le tabagisme passif, la pollution, le radon, tout ce qu'on veut. Donc dans le poumon, on cherche chez tout le monde ces mutations. Et quand on les trouve, il y a ces traitements par thérapie ciblée, dont l'accès varie avec le temps parce que quelquefois on a l'accès, quelquefois l'accès ferme, quelquefois c'est remboursé, quelquefois c'est pas remboursé. Donc c'est extrêmement frustrant. Peut-être pour les patients
s'ils ont connaissance de tout ça, mais pour les médecins, c'est terrible. Hein, quand on sait qu'on avait un médicament il y a quelques années et qu'on ne l'a plus là, c'est quand même, ça rend notre métier extrêmement difficile. Mais donc voilà, il faut les chercher et quand le médicament n'est pas disponible, il faut chercher le protocole, il faut chercher l'essai clinique. Mais c'est quelque chose de difficile à comprendre en effet. Et donc, lors d'une première consultation, on essaye d'expliquer tout ça, mais d'où l'importance d'avoir les flyers des associations de patients. Moi, je dis, il faut que vous vous connectiez. Il y a des informations complémentaires que je n'ai pas pu vous expliquer. Puis il y a plein de choses, moi, dont je n'ai pas pu répondre à vos questions aujourd'hui. On a aussi nos infirmières qui rappellent derrière. Mais on a besoin de vous, des associations, quand vous allez bien, que vous puissiez expliquer aux autres tout ce qu'on n'a pas pu leur expliquer. Et puis avec vos mots à vous, et puis il y a plein de choses dont on n'a pas conscience aussi. Hein. Moi, je leur dis en consulte sur remplir sa feuille d'impôt, je sais qu'il y a plein de trucs à faire, je ne sais pas. Donc en consulte, on peut bien sûr... pas tout faire, 10 minutes c'est vraiment court, mais le flyer et l'association pour compléter notre travail, ça me semble indispensable. On a aussi nos infirmières de coordination, on a des IPA, mais ça ne suffit pas. Je ne sais pas si tu vois quelque chose aussi complète. C'est aussi de faire l'annonce derrière nous et de compléter tout ça. Exactement, d'ailleurs on porte très mal notre nom, infirmier ou infirmière d'annonce, alors qu'on n'annonce rien, clairement. Par contre, on vient accompagner l'annonce diagnostique, l'annonce du traitement, l'annonce du changement de traitement, et que ce soit pour des chimios, des immunothérapies où je vois les patients, pour les thérapies ciblées où on fait les consultations en binôme avec la pharmacienne hospitalière, et ensuite on prend contact avec la pharmacie de ville aussi pour faire le lien justement sur ces médicaments, pour informer aussi la médecine de proximité qui vous accompagne au quotidien. Mais c'est nous des consultations qui durent entre 3/4 d'heure et 1h30 en fait, suivant le profil. Est-ce que on accompagne un patient, une patiente seule, ou accompagné de son proche, de ses proches? Et du coup, on reprend les éléments qu'a formulé le médecin. Qu'est-ce que vous a expliqué le médecin? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez retenu? Et puis, à partir de ça, de ce qui a été acquis, on va donner les explications complémentaires qui sont demandées. On ne va pas aller plus loin que nécessaire non plus. À un moment, il ne faut pas remplir la tête de trop d'informations inutiles, mais en fonction de chacun, les informations qui sont nécessaires, qui sont demandées, il y a un temps d'accompagnant soignant qui devrait être proposé justement pour reprendre aussi en complémentarité avec le médecin. Et puis, au-delà du traitement et du diagnostic, réexpliquer le parcours. Parce que quand on annonce, il y a ou une progression, une mutation, un nouveau traitement, il faut aller à la pharmacie, prenez ça, voici les médicaments si besoin. Mais en fait, et après aussi, c'est quand que je vois le médecin, c'est quand qu'on me dit si le médicament il marche ou pas, c'est quand que je dois m'inquiéter pour savoir si le médicament me fait du mal ou pas. En fait, c'est aussi reprendre toutes ces étapes de parcours. Et effectivement, le médecin, de leur temps disponible, je ne suis pas sûr qu'ils aient le temps de tout faire, même en 20 minutes de consultation, vu le nombre de questions en fait, que tout ça pose. C'est pour ça que la complémentarité avec les professionnels, mais aussi les associations de patients, parfois les patients experts ou la paire aidance qui est présente dans certains services, il y a... et puis, tout le monde ne va pas forcément être demandeur non plus de ce temps de consultation paramédicale. On va essayer de construire comme on peut, puis avec les moyens dont la santé dispose à l'heure actuelle en France, pas la perfection, mais en tout cas d'essayer de faire au mieux, même si je pense qu'il y a des marges de progression dans certaines durées. J'ai une petite question. Vous parliez de la nécessité de dépister systématiquement ces mutations, parce que potentiellement, il y a, on va dire, des médicaments qui peuvent être derrière plus des essais cliniques, mais par contre, des essais cliniques, pas partout. La question du journal, c'est quel que soit l'endroit où on est sur le territoire, on va voir notre première biopsie. Tout le monde va dépister la biopsie, on cherche le tout. Et si on fait récidive, est-ce que dans la récidive aussi, on met une biopsie pour chercher ou pas forcément? On essaye d'être systématique, mais pour de vrai, la rebiopsie. Bon, la biopsie, elle est vraiment, au départ, oui, il faut chercher chez tout le monde, ça sauf dans des histologies particulières, épidermoïdes du fumeur. Donc, même si c'est toujours, ça dépend de l'histologie, ça dépend du stade, mais globalement, c'est toujours. Après, à la progression ou à la rechute, ça dépend de comment il y a la balance bénéfice-risque, une localisation. Si dans l'évolution de la maladie,
on ne se pose pas trop de questions, c'est très classique, il n'y a pas eu ce médicament-là, et que la biopsie, elle risque de se compliquer ou de ne pas être rentable. Voilà, à chaque fois, nous, il faut qu'on réfléchisse bénéfice-risque. Mais c'est une question qu'on se pose à chaque fois, en tout cas. On ne va pas toujours le faire, mais on se pose à chaque fois. Et plus on a d'informations sur les anomalies moléculaires, plus on progresse aussi. Et quelquefois, on a un médicament qui va avoir un accès 6 mois plus tard, on va se souvenir, ah mais là j'avais vu ça, il faut que je garde ça en tête. Et du coup, on aura la même offre de service partout. À Paris, ou alors, l'INCa là, a mis en place des réseaux pour les cancers de mauvais pronostic dont le poumon fait partie, nationaux. Donc là, on a mis en place une RCP qui s'appelle RECAP, National Cancer du Poumon. Et donc, une fois par mois, on se réunit toutes les régions pour discuter de dossiers qui pourraient nous sembler difficiles, et le but c'est d'harmoniser la prise en charge des régions. Nous en France, avec les plateformes de biologie moléculaire quand même, il y a un maillage territorial depuis 2010 qui a été bien identifié. Je pense que globalement tout le monde a accès à cette biologie moléculaire, notamment dans les stades métastatiques. Oui, pardon. Donc le maillage territorial n'est pas mauvais. Ensuite, il y a eu un problème avec le privé pour le remboursement de ces tests, mais c'est en train de se régler. Donc je crois qu'en tout cas dans les stades métastatiques, tout le monde a accès à cette biologie moléculaire. Et dans les stades localisés, c'est quand même de mieux en mieux codifié aussi. Alors, il est 11h03, donc je me permets de stopper cet atelier. Merci en tout cas pour vos témoignages, parce que de votre confiance finalement. Moi, j'ai été ravie avec Ludovic de répondre à ces questions et tout à fait d'accord pour réitérer cette expérience. C'est toujours, moi, je trouve ça toujours super d'échanger avec les patients ou les aidants. Ça m'aide à m'ajuster aussi dans ma pratique quotidienne. Donc, merci beaucoup. Effectivement, mais merci. De toute façon, les interactions, au-delà des temps de soins, en fait, des fois, voilà, ça nous fait voir d'autres points de vue, nous décentrer, et voilà, s'enrichir aussi de difficultés ou de parcours différents, et toujours des marges d'amélioration, de discussion collective. Donc, à votre disposition aussi pour d'autres échanges à plus long terme. Merci.